Bonjour, donc merci et merci à vous d'être présent aujourd'hui dans cet magnifique endroit. En 1941, Henri Matisse subit une opération extrêmement grave, importante et qui aurait pu le laisser pour mort. Malgré tout, il reste sur Nice un temps. Il profite encore de cet endroit où il vit, original. Je pense que chacune connaît ce bâtiment. En 1943, sur la région, et particulièrement sur Nice, les raids aériens commencent très sérieusement à faire perdre patience à la population niçoise. Et Matisse se retrouve donc, par mesure de sécurité, de tranquillité, contraint de chercher un abri, un autre lieu pour y vivre et travailler. Alors imaginez les grilles ouvertes, un jardin, au bout de la petite allée couverte de gravier, le rêve. Une villa toute simple, sympathique. Une belle villa, je veux dire, pas en nougat, sans chiquet, sans prétention, type 1930 environ. Murs épais, portes vitrées et fenêtres allant jusqu'au plafond. Donc, lumière abondante. Cette villa fut construite dans le style colonial anglais par un amiral de même provenance. Un étage au nord, appuyé sur le flanc du Baou, et 2 étages au midi avec des balcons surplombant le jardin. De l'espace, de la lumière, de l'air. On mettra votre atelier en bas et vos domestiques à l'étage. Vous n'aurez pas à gravir les escaliers. La vue. Imaginez. Une belle terrasse avec une balustrade abondamment doublée de lierre romain et rare, et de beaux géraniums de couleur chaude, de beaux panaches de palmiers pour remplir vos fenêtres. Une vue sur le Baou de Saint-Janet, la lavande, le romarin, ce parfum d'herbe chaude avec le chant des grillons et des oiseaux. C'est vraiment le rêve. Alors, monsieur Matisse, le rêve, vous le prenez ou pas? Alors ici, sur la route de Saint-Janet, tout est neuf, tout est frais, comme si le monde venait de naître. Une fleur, une feuille, un caillou, tout brille, tout chatoie, tout est lustré, verni. Vous ne pouvez vous imaginer comme c'est beau. Je me dis quelquefois que nous profanons la vie. À force de voir les choses, nous ne les regardons plus, nous ne sentons plus. Nous sommes blasés. Alors vive la peinture. Je m'emploie à créer un art qui soit, pour le spectateur, à quelque condition qu'il appartienne, une sorte de calmant cérébral, de trêve,
de certitude agréable qui donne paix et tranquillité. Vive la peinture! Vive la peinture! Je m'emploie à créer un art qui soit pour le spectateur un art d'équilibre, de pureté, qui n'inquiète ni ne trouble. Je veux que l'homme fatigué, surmené, éreinté, goûte devant ma peinture le calme et le repos. Un tableau doit être tranquille au mur. Il ne faut pas qu'il introduise chez le spectateur un élément de trouble et d'inquiétude, mais le conduise doucement dans un état physique tel qu'il n'éprouve pas le besoin de se dédoubler, de sortir de soi-même. Un tableau doit procurer une satisfaction profonde, le repos et le plaisir le plus pur de l'esprit comblé. Non, il ne faut pas que le spectateur analyse. L'idéal est que le spectateur se laisse prendre sans en être conscient par la mécanique du tableau. On peut craindre de sa part un mouvement de surprise et par cela même qu'il s'échappe. On doit cacher le plus possible l'artifice. Je ne veux pas inquiéter. C'est évident. Mon rôle, je le crois fortement, est de donner de l'apaisement. Parce que moi, j'ai besoin d'apaisement. Bon, petite tâche indispensable, je vais oublier. Josette m'a demandé ce service. Josette fait ce qu'elle m'a demandé. Ça va être absolument terrible. Alors, il m'a dit... Ah, non, bon. Alors, qu'est-ce qu'il m'a dit? Allez, commencer par cela. Ah, Josette. Bien. Voilà. Ah. Josette est... Si Josette voit en plus que quelqu'un l'aime, ça va comme ça? Mesdames? Oui? C'est bien comme ça. Pardon? Alors, voilà. Hop. Reposez-vous, hein, profitez-vous, hein, détendez-vous. Je suis désolé, je vais aller vite. Regardez quelle extrémité. Incroyable, hein? On aurait dit que je fais ça toute ma vie. Justement, alors, c'est compliqué. Josette est une rigueur pour... Ah, c'est... Ceci... Le matin, à la villa, ouvrir brusquement les volets. Et alors, quelle incandescence, quel éblouissement, quelle joaillerie. Il me semble être ici Avance dans une seconde vie. Je suis Avance depuis 1 mois et demi. Le tout me paraît si loin de Nice. Ces beaux paysages sur la route de Saint-Janet,
ce village qui me fait toujours penser à la géante de Baudelaire. Dormir nonchalamment à l'ombre de ses seins, comme un hameau paisible au pied d'une montagne. Dormir nonchalamment à l'ombre de ses seins, comme un hameau paisible au pied d'une montagne. Ou Tahiti. Ce matin, quand je me promène devant chez moi, en voyant toutes les jeunes filles, femmes et hommes courir à bicyclette vers le marché, je me croyais à Tahiti. À l'heure du marché, lorsque la brise m'amène une odeur de bois ou d'herbe brûlée, je sens le bois des îles. À la suite de mon épouvantable verdict, j'ai dit au médecin, messieurs, donnez-moi 3 ou 4 ans dont j'ai besoin pour finir mon œuvre. La douleur. J'ai été frappé par l'exemple du vieux Renoir. J'allais le voir à Cagnes, dans les dernières années de sa vie, ce n'était qu'un paquet de douleurs. On le portait sur son fauteuil. Il y tombait comme un cadavre. Il avait les mains bandées, les doigts comme des racines, tellement tordus par la goutte qu'il était incapable de tenir un pinceau. On lui passait dans son pansement le manche d'une brosse. Les premiers mouvements étaient si douloureux qu'il lui arrachait une grimace. Les premiers mouvements, au bout d'une demi-heure, quand il était en train, le mort ressuscitait. Je n'ai jamais vu d'homme si heureux. Et je me suis promis qu'à mon tour, je ne serais pas un lâche. Et puis je suis un éléphant, avec le sentiment que je suis tout à fait maître de mon sort, dans sa disposition d'esprit où je me crois capable de trouver que rien n'a d'importance pour moi que la conclusion de toutes ces années de travail, pour laquelle je me sens tellement bien armé maintenant. J'avais vraiment besoin de voir quelqu'un. Et vous étiez la personne que je voulais voir. Et vous êtes venu. C'est bien. Souvenir. Une jeune femme debout devant moi avec sa bouille, ses dessins à la main, Anne-Lise, à la porte de l'atelier, dans le rêve, la villa le rêve. Une jeune femme, sortant, me semble-t-il, de mon propre rêve. Lydia lui dit, il fallait téléphoner pour plein de rendez-vous. Mais monsieur, elle est si jeune. Ça, c'est Josette. Josette. Brave Josette. Ma femme de ménage, une petite personne rondelette aux cheveux frisottés. Josette en train de laver le couloir de tomate rouge. Dans sa bonne figure ronde, ses yeux bordés de cils noircis étaient des étoiles poilues. Ne la renvoyez pas, monsieur. Bien, Josette, dites-lui qu'on lui permet d'entrer dans l'atelier. L'atelier? Dans l'atelier. La chaude clarté du midi scintille dans le feuillage des palmiers derrière les portes-fenêtres. Un espace étrange, très lumineux, rempli de fleurs et de verdure, de meubles, d'objets ondulants, de couleurs qui circulent partout. Merveilleuses arabesques colorées, albums, livres d'art, Ronsard, Mallarmé, Joyce, Monterland, une dizaine de dessins piqués au mur, un grand lit espagnol à volutes de fer forgé, aux rosaces dorées avec au centre des monceaux de coussins blancs, bref, d'un seul nom,
d'un seul, comme vous aujourd'hui, dans le luxe, le calme et volupté du rêve. Mademoiselle Anne-Lise, c'est ça? Alors montrez-les-moi, ces œuvres, puisque vous êtes là. Qu'est-ce que c'est? Des vaches. Ça ne se voit pas. Donc, vous êtes entré chez moi à l'Esbrouf et maintenant vous m'engueulez. Vous pouvez sortir. Pour être aimé, mademoiselle, il faut être aimable. Bon, calmons-nous, calmez-vous, et voyons ce que nous pouvons faire. Bien. Puisque vous avez besoin de vendre votre travail, je vais demander à l'un de mes amis qui s'intéresse aux jeunes peintres de bien vouloir vous recevoir. Il s'agit de monsieur Roux, propriétaire d'un restaurant renommé de Saint-Paul-de-Vence, la Colombe d'Or. Allez-y de ma part. Mademoiselle Anne-Lise, voulez-vous poser pour moi, mademoiselle? Donnant, dessin, séance, et encore. Septembre 1942, débarquement des Alliés en Afrique du Nord. Invasion de la zone sud par les Allemands. Installation des troupes italiennes sur les allées de Cannes. Les Italiens, pour l'essentiel, ne s'occupent pas des Juifs, concentrent leurs efforts répressifs contre les résistants. Août 1943, les Italiens partent et sont remplacés par les troupes allemandes qui prennent le contrôle de notre région. C'est un tournant. Les Allemands se montrent autrement plus féroces et les bombardements alliés, accompagnés des tirs de batterie anti-aérienne allemande, sont quasi quotidiens. La Croisette est transformée en une sorte de mur de la Méditerranée, les plages truffées de mines et de gros blocs de béton. Moment d'attente angoissé. Sifflement des bombes, fracas des explosions, mur qui tremble. Ça me fait perdre la tête. J'aurais voulu vous montrer l'escalier et le dessin tout chaud que je venais de faire. Ce sera partie remise. Une chose drôle. Une nuit, tous dehors comme vous maintenant, avec des couvertures. Ça siffle au-dessus par suite d'une erreur de pointage. 3 obus sont tombés autour de ma maison. Le dernier a éclaté à 20 mètres devant mes fenêtres, égratignant seulement le rideau du garage et les volets. Tiens, une branche d'olivier. C'est la branche arrachée par un éclat de cet obus. Lydia, avec l'infirmière, m'ont aidé à descendre dans l'abri du jardin. Tous les habitants du rêve descendent à la queue leu dans la nuit noire et Josette, perturbée par l'événement, sanglote. « Oh, Madame Lydia, je ne sais pas ce que j'ai, je ne peux plus marcher !» Arrivée dans la tranchée, on allume une bougie. Dans sa hâte, elle avait mis ses chaussures à l'envers, la droite au pied gauche et vice-versa, croyant un court instant que le pire était arrivé, qu'une influence maléfique des événements avait dérangé l'ordre des choses. Elle crie « Ils sont tournés, regardez, ils sont tournés !» Enfin, tout est rentré dans l'ordre. Tous. Ainsi le reste de la nuit, moi sur une chaise longue et les autres sur la banquette en terre formée par la tranchée. Les chats, tous très intrigués par leur nouvelle installation, venaient inspecter de temps en temps. Un Coussi. Coussi, mon chat. Lydia me dit que les rayures de son front forment le M de Matisse. Lorsque le jour se lève, ce fut Josette qui, la première sortie de l'abri, annonçant tout simplement « Bon, je vais préparer le déjeuner de monsieur !» Moi, j'en ai profité pour rester quelques heures. J'y suis resté 36 heures pour relire Bergson. N'est-ce pas? C'est difficile pour tout le monde en ce moment.
Non? Je suis, à tort ou à raison, en ce moment, à l'heure actuelle, célèbre. Et croyez que j'ai dû vaincre des difficultés proportionnelles à mon succès. C'est ça le vrai génie, savoir vaincre les obstacles. Vaincre les obstacles. Je ne dors plus 4 heures par nuit. 5 mai 1944. Je viens de recevoir la plus grande secousse de ma vie. Amélie, ma femme, et ma fille Marguerite ont été arrêtées par la Gestapo pour faits de résistance, séparément et dans des endroits différents. Mais je n'en parle à personne pour pouvoir le supporter. Je l'ai su 2 jours après, sans autre détail, et depuis plus de nouvelles. Je ne sais si quelqu'un s'occupe d'elle. Quel drame vivons-nous? Sans vouloir laisser aller mon imagination, j'ai beaucoup travaillé pour calmer. Je me défends d'y penser. Juillet 1944, Madame Matisse a été condamnée à 6 mois. J'ai l'espoir que les 3 mois de prévention lui seront comptés dans sa peine. Madame Matisse, la pétulante et gentille partenaire au domino. Te souviens-tu de ces moments comme des bons moments? Je croyais avoir tout éprouvé, souffrance physique et morale. Bien non. Il me fallait cette dernière épreuve. Je n'ose pas penser à Marguerite, dont on ne sait rien. On ne sait même pas où elle est. Depuis 3 mois, pour supporter mes soucis, j'ai travaillé le plus possible. Je me suis épuisé et maintenant, il faut refaire mes accus. Je suis au lit depuis presque une semaine, le foie barbouillé, craignant un retour compliqué du côté de la vésicule qui m'avait mis, il y a 1 an maintenant, à un cheveu d'une opération que je n'aurais certainement pas supportée. Le professeur Gustave Moreau nous donnait des paroles de consolation. Plus on a de charges dans la vie, plus le bon Dieu vous donne de force pour le supporter. Ça suffit. Voilà avec quoi, ou plutôt malgré quoi, il faut peindre et dessiner avec sérénité. Le rêve. L'image de Lydia ouvrant la porte du rêve. Que de souvenirs. Monsieur et Madame Guichet avaient une vieille mule. On disait qu'elle était anglaise, car elle n'acceptait d'avancer que sur la gauche de la route. Fort heureusement, à cette époque, très peu de voitures circulaient. Pierre Bonnard, accueilli par mon assistante Lydia Delektorskaya. Lydia. La maison, la belle terrasse de l'eau sur les palmiers, une balustrade pleine de fleurs, le lierre qui court sur les façades. C'est cette vue qui m'inspire. La nature morte en Grenade. Je ne sortais plus guère, mais j'avais besoin de vivre entouré de cette nature luxuriante, de cette lumière du sud qui entrait dans les pièces où je vivais et travaillais. En cela, Pierre Bonnard et moi, on se ressemblait. Les fenêtres constituaient pour nous des ouvertures au monde. Madame Mag, venez me voir à la villa Le Rêve. Lettre à Monsieur Mag. Cher Monsieur Mag, lors de votre visite chez moi avec votre dame, Madame Mag, et pendant la conversation que j'ai eue avec elle hier, je l'ai bien observé, et si les circonstances l'avaient permis, j'aurais bien fait son portrait. Elle répond
À Lydia, bien évidemment, Madame Lydia, je viendrai poser, demander à Monsieur Matisse quand il souhaite que nous commencions. Je suis à sa disposition. En général, les séances de pause se déroulaient en début d'après-midi après une courte sieste. Parfaitement réglées, les séances duraient plusieurs heures. Nous papotions joyeusement pendant ces séances. Installez-vous, posez-vous là tout près. Fusain à la main, plus près de toi, mon Dieu. Dessinez, sans jamais vous quitter une seconde du regard. À chaque séance, une vingtaine de dessins, une pile de feuilles devant, mouvement de tête conservé durant la pause. Lydia, feuille, oui patron. La première approche, le fusain toujours. Le fusain court d'abord sur le papier, précautionneusement, sans insister, avec réserve. Et le trac qui est là, comme à chaque fois. Lydia qui me dit, monsieur, une feuille perdue n'engage à rien et des centaines vous attendent. Alors, des lignes, des touches légères. Il s'agit de situer l'objet pour déterminer sa place provisoire. Une approche informative sans trop d'apport personnel. Première étape la plus proche de la réalité, mais rarement conservée. C'est le point de départ d'un processus qui, pour un esprit non averti, peut ressembler à un jeu ou à une bataille obéissant à des règles inconnues. La main gauche, munie d'un coton, rectifie d'un trait déjà plus volontaire une orientation, un profil. Cette modification en entraîne d'autres, tous les éléments du dessin changent de dimension et d'aspect. Apparente facilité, n'est-ce pas? Madame Lydia, poussez le volet et amenez le bouquet là, Lydia. Oui, Patrick. Ici, les bouquets qui figurent sur les dessins et sur les toiles sont composés par Josette. Josette cueille les fleurs sur le bord du chemin, au retour de ses courses en ville ou parfois dans le jardin. Fleurs modestes, agrémentées de feuillage. Elle compose ses bouquets avec un sentiment inné, candide, mais tout à fait anticonventionnel, associant les couleurs, les mouvements et les masses à survivre. Le bouquet, une fois composé, n'est vraiment consommable, c'est ce que je dis, qu'après un mûrissement d'une nuit ou d'un jour. Les petites corolles, alors, se sont orientées vers la lumière, les morceaux importants, roses ou dahlias, ont trouvé la place confortable en s'installant dans la verdure, et les tiges de lierre se sont vrillées dans l'air en toute liberté. Les petites marguerites clignotent sans penser à l'heure. Seule Josette sait faire aussi bien le bouquet. Josette est le madame et gagne. Ce n'est pas par hasard que monsieur s'appelle Henri, puisque tous les grands artistes s'appellent Henri. La preuve, Henri Rubens, Henri Laurens, Henri Rembrandt. Chut, les gens dont j'ai fait le portrait m'ont parfois dit qu'ils y retrouvaient certains de leurs parents, oncles, tantes, grands-pères, davantage qu'eux-mêmes. C'est le signe que la rencontre a eu lieu. J'ai réussi. Capter le message inconscient du modèle et de ses origines. Plus près de toi, mon Dieu, ne bougez plus. Pensez donc à la même chose. Ne vous perdez pas dans vos rêveries, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et ne bougez plus. Ne bougez plus jusqu'à ce que la main se lève. Cela signifiait que le dessin était terminé. Lydia restée à proximité, s'avançait alors, retirait la feuille.
Aussitôt, un nouveau dessin. Bon nombre de dessins terminaient au panier. Je n'en conservais que quelques-uns. Madame Lydia défaite, lui, ses cheveux. On la voit ainsi avec sa chevelure formant un ovale sur son visage. Au contraire, certains jours, Lydia repeignait les cheveux. Et Madame Max est assoupie. Madame Max est assoupie. Je saisis alors avec délice cet instant d'abandon. Madame Max est assoupie. Les séances ont donné naissance à une quarantaine de magnifiques portraits. Regarde le petit Dédé. Ça le fascine, hein. Ce dessin me plaît, monsieur. Lydia Delectorskaya. Lydia avait 40 ans de moins que moi. Cette jeune Russe était devenue très tôt orpheline. Elle avait fui la Russie en passant par la Chine, rejoint la France. En France, elle avait espéré suivre des cours à la Sorbonne, faire des études de médecine. En 1932, nous nous rencontrâmes et je l'engageai pour m'aider pendant 6 mois à réaliser l'œuvre monumentale commandée par le docteur Albert Barnes, la danse. Puis elle était devenue la dame de compagnie de Madame Matisse, alors souffrante. J'ai donc commencé à peindre des portraits de Lydia de plus en plus intensément jusqu'à ce qu'elle devienne l'inspiratrice de mes chefs-d'œuvre. Lydia, la beauté. La beauté, elle avait une élégance, une grâce slave, des yeux bleu azur qui vous ensorcelaient. Assistante, muse, modèle, complètement associée à cette seconde vie. Pas seulement belle, elle était dotée d'une très grande intelligence, d'un courage et d'une opiniâtreté exceptionnelle. Vous savez, quand je m'ennuie, je peins un portrait de Madame Lydia. Je la connais comme l'alphabet. Avez-vous vu la jeune femme à la pelisse? C'est du blanc sur blanc. Tout un blanc. Un Éden de fleurs. C'est drôle, mais on voit qu'elle a une fourrure. Je peins comme un peintre en bâtiment, c'est vrai. C'est la même chose. Je couvre la surface avec de la couleur, c'est bon pour la toile, c'est plaisant. Étalé, sans maniérisme, rien de prémédité. La couleur jamais brimée par le dessin. Elle garde sa fraîcheur spontanée. La trace laissée par le pinceau, la façon de dispenser la pâte colorée, une expression directe, aucun débordement émotionnel spectaculaire, empattement, mais passion, certes, passion discrète. Je n'ai rien à prouver, non, rien. La peinture est un moyen de communication. C'est un langage. Un artiste, c'est un exhibitionniste. Si vous lui supprimez les spectateurs, l'exhibitionniste s'en va. Les mains dans les poches. Un vrai peintre ne ferait pas de peinture dans une île déserte. Et non. Le public, c'est la matière dans laquelle vous travaillez. Vous ne voyez pas la tête du public. C'est une grosse masse, énorme, immense. Le public, tenez, c'est le bonhomme qui vous rencontre un beau jour et qui vous dit « Monsieur Matisse, si vous saviez comme j'aime votre tableau, celui que vous avez exposé là, le mois dernier. » Et ce bonhomme, c'est un employé qui n'a jamais pu acheter un sou de peinture. Le public, ce n'est pas l'acheteur, c'est la matière sensible dans laquelle vous espérez graver. Vous êtes venu, on vous a annoncé une sieste.
Oui. Une sieste rêverie. Une sieste lecture, une sieste rêverie. Monsieur, c'est déjà endormi. Les siestes quand même. Alors, vous allez faire l'expérience de la sieste, parce que là, voilà, vous allez fermer les yeux et puis c'est pas grave. Au contraire, non, ce n'est que du bien, que du bien. Une petite sieste, c'est combien une petite sieste? 20 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, ça dépend des individus. Moi, c'est 20 minutes. Je m'allonge, 20 minutes. Je sais que voilà, c'est reparti. Donc voilà, bah écoutez, campo, repos, bonne sieste, fermez les yeux. Vous avez les yeux fermés, bien sûr. J'en profite, ce que, si vous n'avez pas prévu, vous pouvez faire. Oh. Cette bouteille est précieuse, n'est-ce pas, Joël? Pardon. Ok, alors. Donc c'est par là que ça se passe. Voilà. Tout ceci peut émouvoir autant qu'un quatuor de Beethoven ou une suite de Bach. Ces lignes étreignent les objets. C'est quelquefois puissant ou bien une tendre caresse. C'est une symphonie, quelque chose qui vous arrache à l'horreur de la vie. Ou alors ce ne sont que quelques lignes mal fichues, comme on dit, lorsqu'on les voit pour la première fois. Je ne dessine pas le corps blanc ou les étoffes transparentes. Je prends la caresse des étoffes sur le corps, la fragilité des fleurs, l'esprit du petit pot de terre, le duo de deux matières. La caresse de l'étoffe sur le corps, la fragilité des fleurs, l'esprit du petit pot de terre, le duo des deux matières, je les raconte à la feuille de papier. C'est ce rêve que je poursuis. Comme un alchimiste antique ou un physicien moderne, je cherche la coordination des lignes, formes, couleurs, la force fondamentale de la peinture, l'harmonie spontanée, indissociable et heureuse. Une composition réussie. C'est une union entre les formes, les choses, un langage commun.
comme faire l'amour, comme faire l'amour. Alors Dédé, Lydia de Lektorskaya, Lydia disait Dédé. Dédé, un petit de 14 ans, le fils de Madame Mag. Qu'est-ce que tu nous amènes aujourd'hui? Des œufs de nos poules, monsieur Matisse. Des pommes, des poires, j'en déguste chaque jour, au moins une, ou des légumes. Chaque fois qu'il arrivait avec un cajot et un litre de lait dans un bidon, Lydia l'accueillait avec un grand sourire. Ses livraisons régulières la ravissaient, tout comme ses venues quotidiennes au petit matin avec son bidon de lait. Il faut dire que Monsieur Mag, son père, avait acheté une vache clandestine, car non déclarée à l'occupant, qui ne sortait pas du garage et était nourrie par Elena et Luigi, un couple d'Italiens. Elena la trayait tous les matins, le lait servait d'abord à nourrir le petit frère de Dédé et le reste de la famille, puis il s'en allait porter un bidon de lait à la villa, le rêve. Dédé, un jour, Lydia lui joua un tour qui, somme toute, j'étais en train de dessiner une jeune fille nue. Ah, Adrien! Eh bien, entre, Adrien. Ah, Adrien, Madame Mag m'a assuré que vous pourriez me voiturer à la force de vos bras pour me monter chez vous dans un fauteuil roulant. Vous croyez que c'est possible? J'ai peur que ce ne soit trop dur, 80 kilos. Lydia. Aïe! Oh, il y a des gouttes dans les yeux, Lydia. Oui, ça fait mal. Les artistes sont plus sensibles et souffrent davantage que les gens normaux. Enfin, ce n'est pas pensable à 75 ans d'être aussi pouponnée. Madame Lydia a mauvais caractère. Elle est parfois insupportable car elle aime beaucoup faire plaisir aux gens. Les autres gens, alors, elle m'oublie. Non, vous savez, non, c'est une femme épatante. Du fusain au pinceau propre, enfin tout. Ma survie, oui, ma survie dépend de Madame Lydia, la bolchevique. Vite, Lydia, mon champagne fout le camp. C'est son métier. Elle me préserve des intrus, des curieux, des braves gens qui se sentent artistes eux aussi, de la guerre. Elle préserve les forces et le temps du patron. Prenez donc ceci, patron. Les dessins, les toiles. C'est son métier, mais davantage encore. Un don. Séance de pause annulée, lettre à Annelise. Chère Annelise, je suis bien contrarié de ce qui vous est arrivé. Que puis-je faire pour vous? Seulement vous écrire un proverbe français, le lièvre et la tortue. Hâte-toi lentement. Profitez-en, vous avez le temps d'y penser. Nous reprendrons nos séances de travail dès que possible. Patience et salutations cordiales, Henri Matisse. Il a eu un accident de bicyclette. Bon. Alors, dessinez cet olivier. C'est celui-ci là. Simplifiez. Simplifiez encore et toujours. Un art d'une apparente facilité. Dépouillé pour ne garder que l'essentiel. Au lieu de dessiner chaque branche, dessinez plutôt les vides entre les branches. Les vides entre les branches. Il ne faut pas créer de faux problèmes en laissant l'œil s'égarer dans la réalité photographique. Il faut savoir choisir. Qu'est devenu le feuillage? Il est là. La nature n'est pas sous nos yeux pour être reproduite.
mais pour éveiller en nous l'émotion qui prend sa source en elle. Septembre 1944, nous voici libérés. Depuis le 27 août, tout s'est passé pour le mieux. Vence a été pratiquement épargné complètement. Pas cadencé les troupes allemandes. Il ne sera pas dit que je me serais arrêté de travailler pour regarder passer les Allemands. Je ne sais pas encore ce qu'est devenue ma femme, qui était en train de finir sa prison, et ma fille en instance à la prison départementale de Rennes. Je travaille à l'illustration des Fleurs du Mal. Picasso fait en sorte que je sois représenté au Salon d'automne de la Libération. 4 octobre. Anne-Lise m'apporte une lettre. Ma fille et ma femme sont en vie. Ma femme est libérée. Ma fille, on ne sait où elle est. Elle est partie dans la région de Belfort avec un convoi de prisonniers politiques. On croit qu'elle est ou sera déportée en Allemagne. Marguerite. Janvier 1945. Je suis anéanti, tellement anéanti par tout ce que j'ai entendu depuis que ma fille est arrivée. Je suis pris dans le tourbillon angoissant des souvenirs de captivité de ma fille. Torturée, défigurée. Mais elle parvient à s'échapper du train qui la transporte vers le camp de Ravensbrück grâce à un bombardement. Ma fille Marguerite, de retour des camps de la mort. Le docteur a dit que c'était un miracle qu'elle s'en soit sortie. J'ai toujours dessiné le visage de ma fille Marguerite. À son retour, je l'ai dessiné encore plus comme un fou. Comme un fou. Ce qui m'intéresse le plus, ce n'est pas le paysage ou la nature morte. C'est la figure. C'est elle. Oui, elle. Qui me permet le mieux d'exprimer le sentiment, pour ainsi dire, religieux que je possède de la vie. Je ne m'attache pas à détailler tous les traits du visage, à les rendre un à un dans leur exactitude anatomique. Non, si j'ai un modèle, je découvre ces traits. Je pénètre parmi les lignes de son visage, celles qui traduisent ce caractère de haute gravité qui persiste dans tout être humain. Une œuvre doit porter en elle sa signification entière et l'imposer au spectateur avant même qu'il en connaisse le sujet. Quand je vois les fresques de Giotto à Padoue, je ne m'inquiète pas de savoir quelle scène de la vie du Christ j'ai devant les yeux, mais de suite, je comprends le sentiment qui s'en dégage. Car il est dans les lignes, dans la composition, dans la couleur, et le titre ne fera que confirmer mon impression. La révélation de la vie dans l'étude du portrait m'est venue en pensant à ma mère. Dans un bureau de poste de Picardie, j'attendais une communication téléphonique. Pour passer le temps, je pris une formule télégraphique qui traînait sur la table et tracèrent à la plume une tête de femme. Nonchalamment, je dessinais sans y penser, ma plume allant à sa volonté, et je fus surpris de reconnaître le visage de ma mère avec toutes ses finesses. Sans idée préconçue devant ce modèle. Tout doit venir à l'esprit comme dans un paysage. Alors parviendraient toutes les odeurs de ce paysage, celles de la terre, des fleurs associées au jeu des nuages, au mouvement des arbres, aux différents bruits de la campagne.
Je fais d'abord un portrait littéral, photographique presque, pour pouvoir m'imprégner du caractère du modèle, de sa personnalité. Après, je laisse aller ma main quand je me sens en contact avec lui. Il faut, oui, il faut s'identifier au modèle. Oui, s'identifier au modèle, alors on se sent en rapport avec lui, on le sent en soi. Il faut avoir le modèle en soi-même. Au bout d'une demi-heure ou d'une heure, je suis surpris de voir apparaître petit à petit sur mon papier une image plus ou moins précise et ressemblante à la personne avec laquelle je suis en contact. Cette image m'apparaît comme si chaque trait de fusain avait enlevé d'une glace la buée qui m'empêchait jusqu'alors de le voir. Il semble alors qu'il s'établit entre les deux interlocuteurs un courant indépendant des mots échangés par eux qui sont de plus en plus quelconques. Lors de la seconde séance, généralement apparaît, en rapport avec les impressions de cette séance, une construction linéaire. Les constatations faites au cours de la première confrontation s'effacent pour laisser voir les traits les plus importants, la substance vivante de l'œuvre. Les portraits sont le lieu de rencontres intérieures, une sorte d'alchimie mentale. Le peintre, face au modèle immobile et clos sur lui-même, a devant lui une vivante architecture, un réceptacle qu'il va examiner d'abord, puis explorer. Ensuite, en réaménageant l'image sobrement esquissée au départ, il organise les volumes, rythmes et tensions, réceptifs au message inconscient du modèle. C'est au cours de ce travail que va se faire la rencontre et le contact se maintenir. Le peintre alors va être influencé par le modèle. Et oui, l'habitant qui est à l'abri dans sa demeure ne prévoit pas toujours que sa demeure va parler pour lui. J'ai pris une connaissance profonde de mon sujet, après un long travail au fusain, constitué par une somme d'analyses plus ou moins bien calées entre elles. Surgissent des visions, oui, des visions qui, tout en paraissant plus ou moins sommaires, sont l'expression des rapports intimes entre l'artiste et son modèle. Des dessins comportant toutes les finesses d'observation entrevues pendant le travail jaillissent comme d'un étang les bulles de fermentation intérieure. Ces dessins jaillissent d'une seule pièce, constituée d'éléments sans coordination apparente avec le travail d'analyse qui les a précédés. La multiplicité des sensations exprimées dans chacun d'eux paraît impossible à exécuter tant est grande la rapidité avec laquelle leur réunion s'effectue. Je suis absolument convaincu qu'ils représentent le but de ma curiosité. Lors de la visite d'un ami chirurgien, professeur, il me disait, j'aimerais savoir comment vous faites vos dessins rapides. Je lui répondis qu'ils étaient comme des révélations venant après un travail d'analyse sans réalisation évidente, tout d'abord du sujet que j'avais à traiter, une sorte de méditation. Il me dit alors, c'est exactement ainsi que je fais mes diagnostics. On me demande, pourquoi dites-vous cela, docteur? Je réponds, je n'en sais rien. Mais j'en suis sûr et je suis sincère. La douleur est un personnage patient qui peut attendre sans fin l'instant d'entrée en scène. Janvier 1946, je renonce même à travailler cet après-midi, et pourtant c'est le seul moment qui vaille de vivre pour moi.
vivement la mort subite. Avez-vous remarqué que de tant d'images humaines, il n'y en a pas une seule qui la trahisse, la douleur? La joie de vivre, c'est le nom d'un de mes tableaux. Si vous ne le supportez pas, vous n'avez qu'à ne pas le regarder. Les souffrances inutiles sont de mauvaises herbes qu'il ne faut pas cultiver. Il me faut économiser mon équilibre et mes forces pour faire face à ce qui m'attend peut-être encore. Pour les petits oiseaux. Mon pantalon est décousu, si ça continue on verra le trou de mon pantalon. J'espère qu'aussi vieux que nous vivrons, nous mourrons jeunes. Chantez en toute liberté. Je suis dorénavant engagé dans la couleur, définitivement. Un jour, j'ai pris une paire de ciseaux, découper à vif dans la couleur, une révélation. Vous ne pouvez pas savoir, vous ne pouvez pas vous figurer à quel point, en cette période de papier découpé, la sensation du vol qui se dégage en moi m'aide à mieux ajuster ma main quand elle conduit le trajet de mes ciseaux. C'est une sorte d'équivalence linéaire, graphique, de la sensation de vol. Libre, encore plus libre, quand les ciseaux remplacent la plume, le crayon, le pinceau. Plonger les ciseaux dans la couleur irradiante, presque vivante, sans limite, sculpter la couleur. Enfanter ces parfaites créatures sans douleur. Avez-vous vu les acanthes sur le talus qui borde la route? Personne ne les a vus, quand même. Vous auriez tous reconnu la feuille d'acanthe sur un chapiteau corinthien, mais au naturel, le souvenir du chapiteau empêche de voir l'acanthe. Je pense que rien n'est plus difficile à un vrai peintre que de peindre une rose parce que, pour le faire, il lui faut d'abord oublier toutes les roses peintes. Créer
C'est le propre de l'artiste. Et la création commence à la vision. Voir. Voir. C'est un premier pas vers la création que de voir chaque chose dans sa vérité. Voir. C'est déjà une opération créatrice et qui exige un effort, oui, un effort. Tout ce que nous voyons dans la vie courante subit plus ou moins la déformation qu'engendrent les habitudes acquises et le fait est peut-être plus sensible à une époque comme la nôtre où le cinéma, la publicité, les magazines nous imposent quotidiennement un flot d'images toutes faites qui sont un peu dans l'ordre de la vision, ce qu'est le préjugé dans l'ordre de l'intelligence. L'effort nécessaire pour s'en dégager exige une sorte de courage. Et ce courage est indispensable à l'artiste qui doit voir toutes choses comme s'il les voyait pour la première fois. La perte de cette possibilité vous enlève celle de vous exprimer de façon originale, c'est-à-dire personnelle. Il faut voir toute la vie avec des yeux d'enfant, comme lorsqu'on était enfant. Et il faut savoir choisir. Il faut savoir choisir. Triez les dessins, Lydia. Annelise, mettez les bons d'un côté, ceux à détruire de l'autre. Tout ce qui est essai doit être détruit, déchiré en petits morceaux. Tout ça au feu. « 1949. Retour au Regina. Je vais donc vous laisser, ne me remerciez pas, ce que vous avez reçu aujourd'hui, vous le donnerez à d'autres demain, peut-être. Vous vouliez me rencontrer, voilà, c'est fait, et j'en suis ravi. Mais pourquoi ? Oui, pourquoi ? Ce que je suis. L'important, c'est d'aller dans les musées, de voir la peinture, de regarder, d'y retourner. Il faut que les peintres soient dans les musées pour tout le monde, même s'il n'y a qu'une seule personne qui est touchée, peut-être celle-là, comme moi, qui est tant aimé Chardin, Gréco, Goya, Delacroix, Courbet, Gustave Moreau, mon ami Bonnard et tant d'autres. Cette personne comprendra-t-elle qu'avec du travail, elle peut aussi trouver quelque chose ? Aller au musée. Ah, lire aussi, oui, lire. Lire et aller dans les musées. Ce que je suis n'a aucune importance. C'est ce que j'ai fait. J'ai eu un grand plaisir à vous peindre. Vous, oui. Je ne vous l'ai pas dit, mais vous êtes très féminin. Je le suis encore plus que vous, je vous rassure. C'est l'intuition féminine que nous avons qui nous fait sentir et trouver l'intuition féminine. Dites aux jeunes artistes que le métier de peintre n'a rien à voir avec le dilettantisme et qu'il est absolument réfractaire aux histoires de mode, de bluff ou de spéculation. La conscience de l'artiste est un miroir pur et fidèle où il doit pouvoir réfléchir son œuvre chaque jour au lever sans crainte d'en rougir. La responsabilité permanente du créateur envers soi-même et envers le monde n'est pas un mot creux. En aidant l'univers à se construire, l'artiste maintient sa propre dignité. Merci. Ah, la chapelle. La chapelle. La chapelle, j'ai tenté de réaliser cet équilibre de force. Les bleus, les verts, les jaunes des vitraux composent à l'intérieur
Une lumière qui n'est, à proprement parler, aucune des couleurs employées, mais le vivant produit de leur harmonie. Cette couleur-lumière, donner à la lumière toute sa valeur de vie, donner une impression d'espace illimité en dépit de ses dimensions réduites. C'est dans la création de la chapelle de Vence que je me suis enfin éveillé à moi-même. J'ai compris que tout le labeur acharné de ma vie était pour la grande famille humaine à laquelle devait être révélée un peu de la fraîche beauté du monde par mon intermédiaire. Je n'aurais donc été qu'un médium. Septembre 1953, l'art moderne est une délectation. Mais cela n'implique nullement qu'elle n'ait pas un contenu religieux ou spirituel. Je n'ai pas éprouvé le besoin, moi, d'opérer une conversion pour exécuter la chapelle de Vence. Quand la vie vous en sert, vous vous élevez. Le travail guérit de tout. Octobre 1953. Je suis toujours à la campagne dans une retraite de silence et de calme aux environs de Nice. Je n'y ai absolument rien fait. Il faut rudement de courage pour ne rien faire. Malgré que cela soit si dur, j'y suis depuis plus de 2 mois maintenant. Septembre 1954, quant à moi, je n'ai pas trop à me plaindre. Quand je trouve que quelque chose ne va pas bien, je cherche un coin satisfaisant et je trouve que je n'ai pas à me plaindre. Malgré tout ce qu'on peut penser, j'étais chanceux toute ma vie. Je dois dire que je n'ai pas laissé refroidir le temps et les soucis ne m'ont pas marqué. Sans eux, je crois que je me serais ennuyé. Je travaille encore un peu et je m'aperçois que ma qualité n'a pas baissé. Non, ne croyez pas que je sois en extase devant tout ce que je fais ou ai fait. Il m'arrive d'avoir des déceptions. J'avais cru m'exprimer de telle façon et le tableau, si réussi soit-il, est devenu autre chose. Oui, parfois cela arrive. Ah, ce que vous me faites faire là, c'est idiot. Je suis parti pour me reposer, ne rien faire, avoir une tranquillité absolue et vous me faites parler. Je revis ma vie, vous me faites faire comme une débauche épouvantable. Le rêve. Ma vie a suivi une courbe harmonieuse, avec des luttes, des conflits, mais quand même une courbe harmonieuse. Alors je veux finir. Pour finir, maintenant, je vous raconte une histoire. Oui, une histoire qui circule sur un peintre célèbre, établi dans les environs. Un marchand lui demanda le prix d'une grande toile accrochée au mur de son salon. Le peintre, debout derrière lui, modeste, lui dit en se tortillant un peu « Je ne sais pas, moi, je ne connais rien à l'argent. Demandez plutôt à ma fille. » Malheureusement, à côté du tableau, se trouvait une grande glace et le marchand vit le peintre tourner vers sa fille, lever frénétiquement la main en indiquant le prix avec ses doigts. Pablo Picasso. Voilà. Henri Matisse mourut le 3 novembre de la même année, 1954. En 1941, souvenez-vous, Matisse avait demandé au médecin de lui donner 3 ou 4 ans de plus pour finir son œuvre. Il en eut 13 de plus. Dédé, Lydia, Anne-Lise, Monsieur et Madame Mag, Bonnard, Gustave Moreau, Marguerite, Amélie, Josette et Coussy. Allez, mon chat,
Allez, viens, on s'en va. On laisse Vence derrière soi et l'on rejoint la route goudronnée, bordée de platanes, de villas dans des jardins fleuris, palmiers, cyprès et lauriers roses, qui s'étagent sur le versant du Baou dont la crête rocheuse domine la petite ville. Puis sur la gauche, ornant, 3 portes de garage, une frise de saucisses, pâtés, jambon, tout en couleur et ainsi commenté. Chez Chausson, tout est bon, ne quittez pas Vence sans emporter ces délicieux pâtés en croûte. Après la guerre, le retour de Matisse à Nice, le jardin qui surplombe la route longtemps abandonnée est devenu une jungle au fond de laquelle surgit, derrière ces 2 palmiers de garde, le haut de la villa. Au cours des années, les maisons voisines, soucieuses de leur apparence, s'occupent de leur façade et de leur jardin. Certaines même, hélas peut-être, sont remplacées par de nouvelles constructions. Les pâtés en croûte et en couleur ont disparu au-dessus des garages et le chemin de terre a été goudronné. Mais le rêve reste inchangé au fond du jardin broussailleux. Sa façade ocre jaune aux volets brun rouge transparaît encore faiblement derrière les broussailles. Le rêve est toujours là. Merci. Alors honnêtement, quels sont ceux qui se sont endormis? Margaret, tu as piqué du nez. Pour ce moment partagé, je l'espère, le musée Matisse de Vence, la ville de Vence. Autour de moi, plein de gens ont travaillé et œuvrent à cette manifestation et à bien d'autres. Je suppose que vous avez tous le programme, suivez-le, prenez plaisir et à de nouveau, c'est très certainement pour l'ensemble des personnes présentes, de découvrir, redécouvrir et encore l'œuvre du maître. Merci à Fred pour sa régie et sa bonne humeur et son efficacité dans tout ce qu'il voilà, merci à Cédric qui est bientôt en vacances, qui respire enfin, et à Stéphane Ramirez qui a œuvré pour concocter toutes ces bribes de texte mises bout à bout dans cette période de 43-49 durant laquelle Henri Matisse a donc vécu dans cette magnifique maison voilà, qui est tenue, et nous avons l'honneur aujourd'hui d'avoir la présence de Joël qui tient à cette maison depuis 20 ans, 25 ans, c'est ça, et qui accueille des classes, des masterclass de peinture, des choses comme ça, mais qui n'est pas ouverte au public, et je crois qu'il y a un projet, mais je ne veux rien dévoiler, je n'en sais pas plus, de réhabilitation de l'intérieur de la villa, qui sera donc visitable, passez-moi l'expression, d'ici 2-3 ans, je crois. C'est ça. Voilà. Alors, elle appartient à qui, cette villa? La ville de Vence. À la ville de Vence. Voilà. Vous comptez la racheter, c'est ça? Pardon? Bientôt. Alors, les textes, Stéphane. Les textes ont été... on s'est vraiment focalisé sur les moments de vie de Matisse. Alors là, en fait, croisé. Petite main chez Matisse, je peux vous les citer si vous voulez. Il y a des paroles de Dédé, le fils Mag, qui témoigne du travail de Matisse. Il y a Anne-Lise aussi qui raconte beaucoup. C'est elle qui raconte normalement, c'est dans sa voix. Anne-Lise, c'est la jeune fille qui va présenter à Matisse ses tableaux, qui va finir par être son modèle, qui va le suivre toute sa vie. Donc on a essayé dans cette lecture de faire aussi la part belle aux petits gens
qu'on ne voit pas forcément dans les tableaux, mais qui dans une vie au jour le jour, on s'aperçoit. Alors Lydia a été reconnue, l'importance de Lydia, mais bon, moi j'étais très surpris de découvrir la parole de Matisse sur Josette qui fait les bouquets. C'est vrai qu'on voit la place des bouquets dans ces tableaux. Alors il y a bien nombre de bouquets qui ne sont pas faits par Josette, parce que Josette c'est pendant ses carrières, mais on peut rêver Josette aussi en voyant ces bouquets. Moi je trouve ça touchant. En fait, de se dire qu'une vie d'artiste, c'est aussi... Il y avait quand même des extraits du journal de Matisse. Alors, je vais vous dire exactement, puisque vous voulez des sources précises, et elles le sont. Nous voulons les deux noms. Alors, dans la lecture, c'est un croisement de textes qui viennent d'écrits et propos sur l'art d'Henri Matisse lui-même. Voilà, le texte Voir, il y a des paroles merveilleuses de Matisse sur son travail, il a beaucoup écrit. Il y a Henri Matisse, roman Aragon, un discours sur la douleur. C'est Aragon. Matisse avance, l'Olivier du rêve. Henri Matisse, bavardage, les entretiens égarés. Dans la lumière des peintres, souvenir d'Adrien Mac, donc le petit Dédé a écrit ensuite, il a grandi, voilà. Et Petite main chez Matisse de Jacqueline Duhem. Vous pouvez retrouver cette liste dans les publications du musée de Vence, et il y a les éditeurs, les éditions, vous pouvez, je pense, retrouver ces livres-là, voilà. En fait, le pari, c'était d'essayer de vous faire revoyager dans cette période en croisant un peu ces sources-là. Voilà. Merci à tous. Merci.